Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique du Hobbit, enfin, un film qui est sorti en 2012, un film réalisé par Peter Jackson, avec Ian McKellen et Martin Freeman. C'est un film qui a coûté très cher. Il y a une enveloppe globale pour le projet en entier qui est évaluée entre 500 et 600 millions de dollars. Donc on peut penser éventuellement que le premier film a coûté 200 millions de dollars, ce qui est extrêmement cher pour un blockbuster héroïque fantasy. Et il est actuellement au box-office arrivé à 824 millions de dollars le 8 janvier 2013. Il dure 2h49 minutes et pendant ces 2h49 minutes, nous suivons Bilbon Sake qui est accompagné de Gandalf et de 13 nains qui vont reconquérir une forteresse naine tombée sous la domination d'un dragon. C'est donc une grande épopée d'aventure que nous présente Peter Jackson. Je ne l'ai pas vu en 3D. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le marketing était un peu lent. Il a finalement attendu que tous les grands blockbusters soient passés avant de lancer vers fin août le début de sa campagne publicitaire. Et ça s'est accéléré les derniers mois avec vraiment un tapage médiatique d'affiches, de vidéos sur internet. Du fait que Le Seigneur des Anneaux soit sorti une décennie avant, il y a donc un rappel de l'univers avec des choses qui font beaucoup penser au premier film, La Communauté de l'Anneau, avec des points communs de décor, une imagerie et quelques personnages que nous avons adoré revoir dans ce film. Par exemple, je trouvais une similitude qu'on pouvait faire entre le passage des géants de la montagne et les escaliers du premier Seigneur des Anneaux dans la Moria. Un côté de groupes séparés qui tentent à se rejoindre. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Ça fait quand même 10 ans que cet univers a été bâti et on se permet de faire des choses assez épiques, comme les 2 flashbacks sur la situation des nains, le début, le prologue qui nous présente la forteresse, et ensuite une sorte de flashback qui raconte un peu le passé des nains, et le passé bien sûr du nain le plus connu de la troupe, Thorin. Alors en parlant des nains, et je trouve qu'ils sont assez bien faits, mais bien sûr c'est très compliqué de présenter autant de nains. Alors il y a une scène d'intro qui dure très longtemps, pour essayer de nous présenter les nains et un enjeu de taille. Il faut que les nains soient bien identifiés. Et même comme cela, moi j'en ai retenu que 4. C'est-à-dire Thorin, le grand chef, Balin, qui semble un peu le sage de la bande avec sa barbe bien blanche, Dwalin qui est le premier nain à se présenter à Bilbo, et Glowin qui est normalement le père de Gimli que nous avons dans la première trilogie. Avec ce film, il y a une direction artistique qui est aussi bonne que dans la première trilogie. Un gros travail sur les costumes, sur les décors, c'est aux petits oignons. Il avait beaucoup d'argent pour faire ça. Il y a aussi beaucoup de fonds verts que nous avions vus dans les journaux de bord, mais qui sont ici très bien gérés et dont nous ne soupçonnons pas l'existence. Je trouve que c'est très agréable. Il y a aussi un fort parti pris de l'étalonnage, c'est-à-dire la gestion des couleurs entre le bleu et l'orangé. Ça donne une impression très étrange au film, mais c'est aussi une patte graphique qui est finalement pas si mal. Moi j'étais assez impressionné par le déballage technique de caméra numérique, parce que ce film a été tourné en numérique, et je trouve que là c'est vraiment bien exploité. Et curieusement, au niveau de la structure du récit, eh bien 2h50 de film sont passés très bien. Je pensais que j'allais m'ennuyer, mais finalement pas tant que ça. Nous sommes dans cette optique de faire un récit d'apprentissage. Le Hobbit, Bilbon, doit arriver à maturation et se faire accepter par tous ces nains qui le voient un peu comme une sorte d'intrus, de petit homme qui ne sait pas se battre et qui a peur. Eh bien, il va y avoir toute une succession d'événements qui va essayer de faire prouver aux nains que Bilbon a la place dans la communauté des nains, non pas de l'anneau mais des nains, pour la suite de l'aventure. Alors bien sûr, quand je parle de numérique, il y a aussi des très mauvais côtés du numérique.
Par exemple, nous avons des personnages qui sont repris par les mêmes acteurs que dans la précédente trilogie, mais on sent que les acteurs ont pris un coup de vieux, 10 ans. Et donc, il y a ce qu'on pourrait appeler du botox numérique sur les personnages, particulièrement sur l'acteur qui jouait Bilbon. Et c'est presque les premiers plans du film, alors ça présageait déjà quelque chose d'assez horrible, mais bon, finalement, on s'en fait parce qu'il dure pas très longtemps. Mais c'est très angoissant de voir comme on s'oblige presque à ne pas vouloir montrer le fait que les personnages ont vieilli naturellement, aussi les acteurs. On modifie numériquement le visage des personnages pour qu'il ait l'air plus jeune, et ça fait tellement faux, je trouve que c'est très très dommage. Il y a aussi quelque chose de très important avec le numérique, et surtout avec cette qualité-là, ils ont tourné le film en 5K, avec une grosse caméra, la Red Epic, qui avait aussi été utilisée par exemple pour Pirates des Caraïbes, le dernier. Et bien ici, la qualité d'image est tellement bonne que ce qui est dommage, c'est que le décor en polystyrène que nous voyons en fond dans certains plans, et ben on sent que c'est du polystyrène. On va dire c'était presque plus accepté quand ça avait été tourné en 35 mm. Avec le numérique, et bien ça ne pardonne pas. Parce que le détail fait que on sent que c'est des espèces de carton mâché tout pourri. Ça m'a profondément gêné. Après, il y a justement tout ce travail d'étalonnage qui essaye de faire mieux accorder les images réelles et celles artificielles. Comme bien sûr, par exemple, la scène avec Gollum qui est assez bien réussie. Je trouve que le Gollum d'ailleurs est un petit peu... On va dire, il n'y a pas eu tellement de différence technique entre celui que nous avions dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit là. J'ai pas vraiment senti de différence particulière, ça m'a presque un petit peu choqué, mais bon, finalement on s'y fait bien et la séquence reste agréable. Mais vraiment il y a un étalonnage ici pour nous essayer de nous donner l'impression que tout est dans le même plan, mais des fois le numérique va beaucoup trop loin, du fait que justement ça a été une caméra très très puissante et qui permettait une très très bonne résolution, et bien vous n'avez pas eu la projection de cette résolution de tournage. Il y a eu une compression parce que nos projecteurs ne peuvent pas projeter l'image qui a été filmée, donc il y a une compression, et du coup moi j'avais l'impression qu'il y avait des images qui étaient floues et ça m'a aussi gêné. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a gêné, c'est que il y a beaucoup de mouvements dans ce film. La caméra bouge tout le temps, c'est des fois très désagréable. L'évasion par exemple du camp des gobelins est mise en scène de façon très, je dirais même trop ostentatoire. Je veux dire, il y a beaucoup d'effets visuels, on a énormément de liberté pour faire cette séquence, et donc on se perd dans une espèce de mouvement de caméra assez acrobatique et des effets numériques, des effets spéciaux un petit peu gratuits. Donc moi ça m'a un petit peu gêné, alors que je trouvais justement que dans Seigneur des Anneaux ils n'avaient pas tout ce budget, c'était un budget très très réduit pour faire les trois, et donc ils ont dû se poser beaucoup plus de questions quant à l'utilisation de la caméra, et une caméra qui restait souvent très près des acteurs, donc on était vraiment avec eux, alors que là nous volons autour d'eux, au-dessus d'eux, et c'est presque un petit peu ridicule. C'est très spectaculaire, mais ça ressemble plus à un jeu vidéo, et c'est ça aussi ce qui m'a gêné. C'est un côté too much dans la mise en scène, voilà, de scènes d'action. Finalement, des mouvements de caméra qui ont plus un côté King Kong ou Tintin que Seigneur des Anneaux, justement. Il n'y a plus d'économie de moyens par rapport aux autres, donc il y a une démesure de la mise en scène qui tend à être ridicule. Et comme si ça s'arrêtait là, il y a même des effets spéciaux qui ne sont même pas bien faits. Par exemple, ces fameuses cicatrices de l'orque blanc qui sont sur sa peau, eh bien on a l'impression qu'elles ont été dessinées sur la texture, alors que normalement elles doivent être creusées dans la peau qui a été programmée. Ben là c'est vraiment dessiné dessus, c'est assez décevant, et ce qui est curieux c'est que cet orque que nous avons quand même en gros plan, eh bien il est moins bien fait que Gollum, alors que normalement quand même quand on fait des gros plans sur des personnages en synthèse, il faut s'arranger pour qu'ils soient bien faits, et là ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu des effets spéciaux en carton qui ressemblent à de l'animation de jeux vidéo de 2005. Alors il y a aussi quelque chose de très perturbant, c'est un problème d'action. Une action sans enjeu, car il y a une dédramatisation forte, parce que ici les nains font vraiment office un peu de comique. Il n'y a pas une gravité de la situation par rapport au Seigneur des Anneaux, et donc
quand on parle de morceaux de bravoure dans le film, eh bien c'est un peu ridicule et c'est même un peu mensonger. Par exemple, l'évasion de la caverne des gobelins, eh bien c'est plutôt une évasion à effet domino. C'est ce qu'on appelle la comédie slapstick. C'est assez ridicule, avec énormément de détails et beaucoup d'enchaînements d'actions. C'est très dense, c'est presque un petit peu too much. Par rapport à l'évasion de la Moria, qui était assez simple finalement, et dans lesquelles il y avait vraiment un enjeu dramatique, alors qu'ici, il n'y a aucune angoisse que pourrait avoir le spectateur pour les héros. Nous ne nous inquiétons pas pour la survie des personnages principaux. Et c'est ça le problème. Quand on parle de morceaux de bravoure, c'est que nous nous attendons à une confrontation qui n'est pas gagnée d'avance. Et la bravoure, c'est faire face au danger plus grand qui peut nous menacer de mort. Mais ici, ce danger est ridiculisé dès le départ. Il est très vite diminué et donc après nous sommes juste là face à une avalanche d'effets visuels, effets qui s'enchaînent et donc nous n'avons pas le temps de nous poser la question mais qu'est-ce que nous venons de voir? Et le deuxième exemple de morceau de bravoure, c'est le duel entre Thorin et l'Orque Blanc. Et là, encore une fois, nous avons quelque chose de dramatique, avec un ralenti, avec la musique des Nazgûl d'ailleurs, j'ai envie de dire what the fuck, mais bon, ça c'est que peut-être le compositeur n'avait plus d'idée. Et tout d'un coup, Thorin il se fait tout de suite mettre à terre et le combat est terminé. Le combat n'est même pas commencé alors qu'il est déjà terminé. Le combat n'est même pas épique, mais c'est la préparation au combat qui est presque ridicule parce que nous amorçons quelque chose qui va être complètement épique et bien tout d'un coup, il est complètement arrêté, c'est complètement terminé. Je trouve ça à la limite du ridicule. Est-ce qu'il y a des enjeux? Alors, il n'y en a pas. Zéro. En plus, nous savons que Gandalf et Bilbo vont s'en sortir puisqu'ils reviennent dans Seigneur des Anneaux. Il aurait presque fallu faire d'abord le Hobbit et après le Seigneur des Anneaux parce que là, tout ce qui pourrait mettre en danger Bilbo ne sert à rien du tout. On ne peut qu'être, bien sûr, au bout de 2 heures de film, on est quand même dans l'action et donc on peut éventuellement s'en faire pour le personnage, mais nous savons parce que nous avons vu le Seigneur des Anneaux. C'est ça, toute la complexité, la difficulté de ce film-là, c'est de quand même nous faire sentir des émotions fortes et de suspense et d'angoisse pour les personnages alors que nous savons très bien qu'ils vont s'en sortir. Et c'est ça l'ambiguïté, c'est ça je trouve qui est très dommage avec ce film-là. Mais nous pouvions bien sûr nous y attendre en allant le voir, mais quand même c'est quelque chose que j'ai particulièrement ressenti dans le film, et bien sûr film qui aurait pu non pas s'appeler The Hobbit mais plutôt The Wizard, parce que c'est un peu Gandalf qui mène la danse, c'est Gandalf qui prend la place quasiment du Hobbit et qui constamment sauve les nains de la mouise, alors que le Hobbit là il fait son petit truc avec Gollum et puis voilà. Donc je pense qu'il aurait pu l'appeler The Wizard, ça aurait pas été plus mal hein. Mais voilà, tout l'enjeu de ce film, et c'est là où il pêche complètement, c'est qu'il essaye de rehausser le niveau de l'histoire à la hauteur du précédent, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux, mais ça ne marche pas. On essaye de provoquer du drama et du suspense avec, moi, ce que j'ai appelé cette fameuse quête annexe, le nécromancien, qui est comme ça une piste, mais qui nous est balancée et on ne sait pas plus. Mais on s'en fout, on a balancé le truc comme si ça allait être dans une version longue, dans la deuxième partie. Alors bon, moi, ça m'a aussi un petit peu perturbé qu'on ne ferme pas toutes les portes avant de passer au film suivant. Alors pour conclure, si je devais lui mettre une note, c'est très délicat à chaque fois, mais je lui mettrais un 16 sur 20, parce que c'est une bonne petite aventure dont on n'a plus l'habitude. Aujourd'hui, les heroic fantasy qui marchent beaucoup et qui sont très porteurs, eh bien c'est le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Ce qu'ils avaient essayé de faire avec par exemple Narnia ou Eragon ou des trucs comme ça, bah, ça n'avait jamais vraiment fonctionné, ou dans ce cas-là ça n'avait jamais donné vraiment de suite. Eh bien voilà, The Hobbit c'est quelque chose de très porteur, mais je pense qu'ils auraient dû sortir The Hobbit en premier et après le Seigneur des Anneaux. Ça aurait été plus logique, on va dire chronologique en quelque sorte. Mais ça reste, je trouve, un film excessif dans la mise en scène. Un déballage de moyens techniques, mais finalement qui n'est pas à la hauteur du déballage émotionnel et narratif du film. Voilà, il y a un rythme émotionnel qui est bien sûr beaucoup moins soutenu que bien sûr dans Le Seigneur des Anneaux. Mais ce sera peut-être modifié avec la suite de l'histoire. Mais ne faut pas, je suis en train de un peu jeter la pierre, mais
Il y a une passion incontestable chez Peter Jackson quand il fait ce film, on le ressent vraiment. Et moi, ce que j'espère, c'est que vraiment pour la suite, il nous proposera vraiment quelque chose de bien avec le dragon et tout ce qui s'ensuit dans le château des nains. Le point essentiel de ce film, c'est qu'il faut le considérer comme une fable pour enfants, par rapport au Seigneur des Anneaux, qui était peut-être un peu plus adulte. Et d'où, justement, ce côté sans enjeu, c'est-à-dire des enjeux qui ne pressent pas par rapport au Seigneur des Anneaux, et bien sûr une dédramatisation des situations dramatiques, élément classique pour les films destinés au jeune public. Sur ce, j'ai terminé cette critique, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour donner votre avis sur le film, et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!